Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Le procès Khalifa Ababacar Sall, aussitôt ouvert, aussitôt renvoyé. Quelle lecture, quelle analyse en faire? L'aéroport international Blaise Diagne de Diass, c'est quoi? Ces dysfonctionnements? Comment expliquer ces déboires, ce retard à l'allumage? L'entrée prochaine du Maroc à la CEDEAO, les enjeux, avantages et inconvénients pour les pays membres. Pour en parler, Remue-Ménage du 17 décembre 2017 reçoit Madiambal Diagne, administrateur du groupe Avenir Communication, et Momar Seyni Ndiaye, journaliste, analyste politique. Remue-Ménage, c'est tous les dimanches de 10h à 11h sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Dimanche 17 décembre 2017, bienvenue à tous. Avec nous, Madiambal Diagne, administrateur du groupe de presse Avenir Communication, éditorialiste, et Momar Seyni Ndiaye, également éditorialiste émérite. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, toute cette semaine, on ne parle pratiquement que de cela. Le procès Khalifa Sall, qui a été ouvert et renvoyé au 3 janvier prochain. Beaucoup d'encre et de salive autour de l'arrestation, les recours, bref, toutes les péripéties de cette affaire dans laquelle Khalifa Sall et 7 autres co-inculpés sont poursuivis. Madiambal Diagne, quelle lecture peut-on faire de cette affaire Khalifa Sall? Je vous remercie, Alassane, et j'en profite de cette occasion pour saluer mon ami Momar Seyni Ndiaye qui partage avec moi ce plateau. Et je tiens à le féliciter pour avoir été désigné comme le parrain de la promotion 2018 Absolument. de l'ISEC. Félicitations. C'est le sacre d'un parcours professionnel assez éloquent. Et comme vous l'avez dit, Momar Seyni continue encore à éclairer l'opinion publique par ses prises de position et ses analyses pertinentes concernant les soubresauts de l'actualité politique sénégalaise. Et de cette actualité, comme vous en parlez, c'est l'affaire Khalifa Sall. Quelle lecture on en fait? Une lecture diverse. C'est selon l'approche qu'on veut avoir de cette question. En tout cas, voilà un procès qui est sur la place publique, qui est parti pour être un procès palpitant, qui est parti pour être un procès qui, depuis ces 6 derniers mois, focalise l'attention de l'opinion publique sénégalaise. Les positions qui sont exprimées sont assez divergentes et diverses. Il n'en demeure pas moins que la justice qui a été saisie de ce dossier aura le dernier mot dans cette procédure, et le renvoi de cette affaire-là au 3 janvier permettra, à l'occasion d'une audience spéciale, d'entendre les arguments des différentes parties, et ça pourra permettre à l'opinion publique d'abord, dans le cadre d'un procès public, d'être témoin de ce qui se dit et ce qui se fait devant la barre du tribunal, mais aussi ça permettra aussi à la justice de pouvoir trancher un différend. Parce que depuis le début de cette affaire-là, il y a beaucoup de salive et d'encre ont été déversés sur la place publique. Il y a eu plus, en fait, de communication, ou bien peut-être on a plus joué sur l'émotif ou l'émotion plutôt que sur les faits. On n'a jamais interrogé les faits, ou bien très peu, et je pense que l'occasion d'un procès public permettra de pouvoir regarder le dossier et peut-être d'en connaître les tenants et les aboutissants. Omar Seyni, quelle est la lecture que vous avez? Je vais juste une petite parenthèse pour remercier Madiambal et Alassane aussi, et tous mes amis et confrères qui m'ont témoigné un peu de leur affection à l'occasion de cette distinction. Vous le méritez amplement. La direction de l'ISEC a bien voulu me faire. Vous le méritez. Merci Alassane. Moi je partage un peu ce que Madiambal a dit, mais je voudrais quand même me situer à un autre niveau qui nous concerne, nous les journalistes. Parce que nous devons quand même à cette occasion faire une sorte de l'introspection pour voir ici, jusqu'à présent, comment on a couvert un peu l'affaire Khalifa Sall. Et les derniers épisodes de cette couverture me paraissent totalement difficiles à supporter,
parce que je n'ai pas compris personnellement pourquoi on a mis en exergue les difficiles lamentations de la mère de Khalifa Sall, qui est allée jusqu'à jeter l'anathème sur le président de la République en lui souhaitant la prison, ce qui est quand même extraordinaire dans un pays comme le nôtre, où quand une personne de cet âge-là, il est attendu d'elle, effectivement, une certaine retenue, quelles que soient d'ailleurs les preuves. Mais ce n'est pas tant la mère de Khalifa qui est en cause, mais ceux qui lui ont tendu le micro et qui l'ont mis en exergue. Je ne jette pas la pierre à mes confrères. Je pense qu'ils ont dû faire le travail, mais ils ont dû quand même utiliser un certain nombre de filtres pour ne pas sortir de pareilles choses, parce que au fond, ce procès qui devrait être un procès normal, parce que quand on est en politique, on doit s'attendre à des vicissitudes de cette nature. Quand on gère des deniers publics, on a un devoir de redevabilité, de reddition, et quand on a une ambition politique, on a un devoir d'exemplarité. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit et je continue à le dire, quel que soit le contexte politique dans lequel ce procès se tient. Mais je pense que la presse doit avoir beaucoup de retenue dans cette affaire-là et savoir que c'est des choses que nous allons dépasser dans quelques semaines, dans quelques mois. Nous le souhaitons pour Khalifa et savoir aussi que quand on est journaliste, on ne peut pas tout dire à Alassane. Madiambal Diagne, les partisans de Khalifa Sall estiment que c'est une affaire purement politique. C'est parce que Khalifa Sall a refusé de se ranger derrière le président Macky Sall qu'il a tous ses devoirs. Moi, je dois, avant de répondre à votre question, Alassane, relever et partager le propos de Momar Seyni. La sortie, par exemple, malheureuse et malencontreuse de la maman de Khalifa Sall est très regrettable. Et la presse a une responsabilité, certes, parce que, comme il l'a dit, les filtres appropriés n'ont pas été utilisés. Mais aussi, moi, je ne dédouane pas l'entourage de Khalifa Sall et surtout cette stratégie de communication pour susciter l'émotion au niveau de l'opinion publique. Et c'est une stratégie qui, de mon point de vue, a toujours été usitée dans cette histoire-là et parfois c'est contre-productif même pour Khalifa Sall. La sortie de sa maman est catastrophique pour l'image de Khalifa Sall et surtout pour sa défense. Comme d'autres sorties l'ont été. Une façon de chercher à manipuler l'opinion publique, de mon point de vue, est inacceptable et on a vu les avocats de Khalifa Sall, au lieu de plaider un dossier, plaident par presse interposée et je crois que c'était totalement décalé. Et ça a totalement desservi Khalifa Sall. Et dès le début, on a eu à tirer l'attention sur cela. On a dit, écoutez, faites attention, vous êtes en train de prendre une fausse route en cherchant à jouer sur des ressorts qui ne sont pas des ressorts judiciaires. Un avocat doit s'occuper d'un dossier, mais pas de chercher à faire une communication tous azimuts à travers les médias. C'est le premier. Okay. Et ça retombe sur la question que vous posez, la politisation de ce dossier. On a dit que c'est un dossier politique. Moi, je veux qu'on interroge les faits. Nous sommes des journalistes. Les faits, c'est quoi? Il y a eu une mission qui a été envoyée au niveau de certaines collectivités locales. Une mission d'inspection générale d'État pour examiner la gestion de certaines collectivités locales, dont celle de Dakar. Cette mission est rentrée avec des conclusions qui stigmatise des dépenses publiques avec un montant précis et des procédures précises. L'État ou les services compétents de l'État ont estimé que les justifications qui ont été fournies dans cette affaire-là ne sont pas appropriées. On a interrogé les gens. Une enquête préliminaire a été ouverte. Cette enquête préliminaire a interrogé un certain nombre de personnes, des acteurs directement impliqués dans la procédure ou bien dans le traitement de cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque mois, 30 millions de francs de CFA sortaient des caisses de la mairie de Dakar. Pour faire quoi? On nous a dit pour acheter du riz et du mil pour les populations démunies. Aucune population démunie n'a reçu du riz ou du mil. On a dit? Comment ça a été fait? On a présenté des justificatifs qui se sont révélés être des justificatifs fausses, parce que édités par un GIE fictif, mais aussi qui n'ont pas été conformes à un paiement d'une prestation quelconque. C'est de l'argent qui était sorti en cash et qui a été remis à des personnes identifiées et qui l'ont reconnu dans la procédure. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un fonds politique. Dans la nomenclature budgétaire de la mairie de Dakar, cette rubrique-là n'existe pas. Donc, on a détourné une procédure ou bien détourner une dépense. Et si même, dans l'esprit du fonds politique, comme on l'a dit, dans notre esprit à nous tous, dans notre entendement, les fonds politiques sont des dépenses qui ne sont pas justifiées comme on a voulu nous le faire croire, même si par ailleurs ce n'est pas le cas, on a cherché à justifier cela. Donc dès l'instant qu'on s'est mis à chercher à fabriquer de fausses factures, c'est qu'on reconnaît que ce n'est pas des fonds politiques.
ou bien on reconnaît qu'on doit le justifier. Mais si la justification est fausse et que c'est du faux en écriture publique, c'est une infraction. Donc, je crois que le procureur de la République est dans son bon droit d'ouvrir une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire a été menée. Le procureur de la République a reçu son dossier, a ouvert une information judiciaire. Le juge d'instruction a entendu les différentes parties, a renvoyé à un procès. Mais je ne vois pas le côté politique dans cette histoire-là. Parce que Khalifa est un acteur politique. Est-ce que parce qu'on est un acteur politique, on ne doit pas répondre de ses actes devant la justice? Surtout qu'on gère des deniers publics. Mais figurez-vous, par exemple, j'aime bien donner parfois l'exemple de la France. François Fillon a été candidat à l'élection présidentielle de la France. Quand il a été impliqué dans des procédures judiciaires durant la campagne électorale, il a été déféré devant la justice française. Et personne n'a... Il a cherché, comme effectivement le font les avocats de Khalifa Sall et ses partisans, à dire que c'est un procès politique. Mais la justice française est restée inébranlable. Et l'opinion publique française est restée inébranlable. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Donc, on ne peut pas dire que nous avons commis des infractions, nous avons commis des fautes, et se réfugier derrière le fait que je suis un homme politique, que je ne vais pas être poursuivi. Je crois que aussi ça, c'est un amalgame qui ne peut pas prospérer, parce qu'encore une fois, nous ne pouvons pas être aussi naïfs. Les partisans de Khalifa Sall disent aussi qu'il y a d'autres personnalités qui sont aujourd'hui peut-être au pouvoir, qui ont été épinglées, mais que personne d'entre eux n'a été attrait devant la justice. Écoute, moi je suis d'avis effectivement qu'il ne saurait pas y avoir de pause judiciaire pour les hommes politiques. Ça, je ne crois pas à ça. Je pense que les hommes politiques sont des justiciables comme tout le monde, et à ce niveau-là, ils ne peuvent pas échapper à la justice. Et effectivement, il y a quand même au niveau de la presse, au niveau des avocats encore, des défenseurs de Khalifa et de ses partisans, beaucoup d'actes qui ont été posés pour essayer de le soustraire de la justice. Ça, vraiment, je ne peux pas, compte tenu de la lourdeur des charges, accepter cette chose, cette démarche. Mais, maintenant, le problème qui se pose, est-ce qu'il y a eu égalité devant la loi? Aujourd'hui, effectivement, l'OFNAC a déposé un certain nombre de dossiers devant le procureur, sur lesquels le procureur n'a pas bougé jusqu'à présent. Il y a effectivement dans l'entourage du président des personnalités qui ont été ciblées par la CRI pour des actes de détournement, d'enrichissement qui sont aussi graves, parfois même plus graves que les actes que Khalifa aurait posés. Et de ce point de vue-là, je reviens tout à l'heure sur le principe même de l'égalité des chances devant la loi. De ce point de vue-là, on peut quand même soupçonner par là une sorte d'acharnement politique. Ça, il faut être vraiment sourd ou ne pas entendre pour penser que ce procès n'est que judiciaire. Quand même, il y a des relents politiques, il y a un cortex politique qui est là, qu'on ne peut pas nier. L'égalité devant la loi, Alassane, vous en avez parlé tout à l'heure, au fond, c'est quoi? La justice ne peut pas être hémiplégique. Elle ne peut pas regarder d'un seul côté. Mais de l'autre côté, et c'est là où je dis aux partisans de Khalifa, attention à votre argumentaire. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez qu'on lâche Khalifa alors qu'il est soupçonné de faits graves? Est-ce que vous demandez que les autres qui sont soupçonnés, qui sont encore dans la présomption d'innocence, soient traduits devant les journaux? Moi, je comprendrais plus que vous demandiez qu'on traduise ceux qui ont échappé à la loi plutôt que de dire, arrêtez, laissez-le. Si vous avez 3 voleurs, excusez-moi si je ne taxe pas Khalifa de voleurs, et que vous en rattrapez un, les 2 autres ont réussi à s'enfuir plus ou moins ou protéger. Est-ce que vous allez demander qu'on lâche le voleur qui est pris, ou est-ce que vous demanderez qu'on essaie de rattraper ces voleurs et les remettre? Donc, l'égalité de la loi, c'est ça. C'est dans l'éthique et non pas dans la concussion. Ça, il faut bien que ce soit très clair. Maintenant, moi, là où je trouve que ce procès a quand même des relents politiques, c'est au niveau du statut de Khalifa. Khalifa est quand même député. Madiambal a quand même a fait un parcours dans la justice. Il sait très bien que l'article 51 du règlement intérieur lui donne l'immunité parlementaire et l'inviolabilité de ses droits. De ce point de vue-là, moi, j'aurais compris qu'on lui accordât l'article 51 ou la 61 de la Constitution, 51 du règlement intérieur, pour dire à Khalifa, écoute, c'est vrai, vous êtes député, on vous lâche. On vous donne vos droits, vous retournez chez vous, vous recommencez à vos activités, jusqu'à ce que votre immunité parlementaire soit finie. Et donc, à la fin de son mandat, maintenant, on le traduira devant les justices, forcément. Il ne peut pas nous échapper parce qu'il est là. Il ne peut pas partir. Maintenant, à mon avis, c'est là où l'éthique de Khalifa est questionnée. C'est là où il devait dire, attention, moi, on m'a soupçonné de choses extrêmement graves.
mon ADN ne me permet pas aujourd'hui de ne pas laver ces soupçons. Je demande à être traduit devant la justice. C'est là où moi j'attendais plus ou moins Khalifa. Et malgré son immunité, en dépit, disons, de son immunité, de pouvoir dire, écoutez, moi je suis soupçonné de faits graves. Il y a les IGE sont des gens extrêmement sérieux. Ousmane, Alassane, je vais vous faire une révélation, peut-être que beaucoup ne savent pas. Est-ce que vous savez que c'est du temps de Wade que ce dossier a été soulevé? Moi, je peux vous donner le nom de l'IGE qui avait reçu des mails de Wade une lettre de mission pour enquêter sur Khalifa Sall, sur sa mairie. Évidemment, c'était en 2011, quelque temps après, le dossier a été classé pour des raisons que j'ignore en tout cas. Et finalement, quand le président Macky Sall est venu, mais il a fait ranimer un dossier qui existait déjà. Et à la place de cet IGE, on a mis le nom de notre IGE, qui a effectivement continué à instruire le dossier. C'est ce que disait tout à l'heure Madiambal. Et puis les IGE peuvent parfois procéder par méthode aléatoire, c'est-à-dire prendre comme ça 2 ou 4 ou 5 sociétés d'État et puis aller les inspecter. Bon, maintenant si ça tombe sur Khalifa, on peut estimer que c'est le hasard ou c'est un hasard provoqué, mais dans tous les cas, effectivement, il y a un problème. Moi, je voudrais simplement que dans cette affaire-là, qu'on respecte les droits de Khalifa en tant que député. Mais pour sa traduction devant la justice, ça, pour moi, il ne saurait y avoir de doute. Le fait maintenant de ne pas lui reconnaître ses droits, effectivement, pose problème. Maintenant, c'est le dernier point sur lequel j'appuierai. Il y a effectivement, malheureusement, ou heureusement ou malheureusement, dans le code pénal, des dispositions qui disent que quand quelqu'un est soupçonné de détournement de deniers publics, son instruction va continuer, sa détention va continuer autant que durera l'instruction. Donc, vous avez beaucoup de choses aujourd'hui qui sont compliquées et sur lesquelles vraiment bon, il faudrait peut-être que cela serve de jurisprudence pour que la prochaine fois qu'on essaie de voir un peu comment gérer le statut de député pour quelqu'un qui effectivement est en prison. Les avocats de Khalifa Sall disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on traduit Khalifa Sall devant la justice, alors que dans les ministères, s'il y a des détournements, ce sont les DAGE et les sages qui sont traduits. Non, mais écoutez, je crois que c'est encore une fois de l'amalgame. Khalifa Sall a été traduit en justice parce qu'il a une responsabilité directe dans la gestion ou dans la commission des faits qui lui sont reprochés. Des enquêtes ont été ouvertes, il a été établi qu'il a reçu de l'argent des mains de ses collaborateurs et qu'ils l'ont reconnu dans un procès verbal. Et ça a été retracé aussi bien à l'enquête préliminaire que dans le rapport de l'inspecteur général d'État qu'au niveau de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Donc, les avocats, peut-être, ont le beau rôle de parler à l'opinion publique. Il parle des DAGE et des sages dans les ministères. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il faut aussi qu'on prenne les gens pour qu'on respecte davantage la capacité des Sénégalais à comprendre les mécanismes. La plaidoirie la plus pertinente, c'est devant le tribunal. Et quand on évoquera ces faits, certainement les avocats du ministère et le ministère public et les avocats de l'État du Sénégal pourront apporter les réponses les plus pertinentes. Il n'en demeure pas moins que je souscris parfaitement à l'analyse de Momar Seyni par rapport au respect de l'intégrité parlementaire de Khalifa Sall. Vous savez, Khalifa Sall a été arrêté dans des circonstances où il n'était pas encore député. Rien à dire par rapport à la légalité de cette procédure-là. Rien à dire. On lui a appliqué les dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal, des lois qui ont été mises en place bien avant l'arrivée de Macky Sall ou de Abdoulaye Wade ou de Abdou Diouf. C'était sous Senghor que ces lois sur le traitement des deniers publics ont été votées et appliquées au Sénégal. Rien à dire sur ces procédures. Par contre, dès l'instant que Khalifa Sall a été élu député, l'Assemblée nationale a été installée, on devrait constater sa situation de député. Si Khalifa Sall était élu président de la République, par exemple, au lieu d'être élu député, si à la place des élections législatives, Khalifa avait été, c'était une élection présidentielle, et Khalifa était élu président de la République, est-ce qu'on allait le garder en prison et ne pas le laisser occuper sa fonction de président de la République? Certainement pas. Donc, toute chose égale par ailleurs, je considère que l'immunité parlementaire de Khalifa Sall aurait dû être constatée dès cet instant-là. Maintenant, le mettre en liberté provisoire d'office, ça aurait été acceptable de mon point de vue, quitte à demander une procédure de levée de l'immunité parlementaire dans la foulée, et une fois cette procédure de l'immunité ayant abouti, qu'on puisse le replacer sous mandat de dépôt, je n'aurais aucun souci par rapport à ça. Mais on ne peut pas le placer sous mandat de dépôt, il faut qu'il termine son mandat. C'est l'immunité courte jusqu'à 5 ans en vérité, c'est ça. Dès l'instant que l'immunité a été levée par le Parlement, il pourrait retourner en prison. C'est une question de levée de l'immunité parlementaire. C'est une question d'interprétation. Bon, enfin, c'est une question d'interprétation. Comme on dit, c'est des avis de juristes qui sont différents. Comme si d'aucuns aussi peuvent dire
qu'il n'y avait pas besoin de demander, de le sortir en prison en demandant l'immunité parlementaire, comme la démarche entreprise. Est-ce que le fait de ne pas avoir levé l'immunité parlementaire de Khalifa peut remettre en cours le procès? Mais bien sûr. Écoute, bien sûr. Parce que en cause, le procès, les avocats vont certainement soulever des... Mais si vous tombez sur un juge qui est efficace, il vous dira, écoutez, les conditions dans lesquelles l'article 51 n'a pas été appliqué à Khalifa, aujourd'hui m'amène à renvoyer Khalifa à lui donner le non-lieu, à annuler comme ça toutes les procédures. C'est certainement le cheval de bataille des avocats de Khalifa. C'est ce qu'ils vont certainement demander l'illégalité de la procédure. Absolument. In limine litis. Au procès. Absolument. Une fois qu'ils ont gain de cause, mais la procédure tombe d'elle-même. C'est ce que j'appelle les exceptions de nullité. Absolument. Ils vont pouvoir évoquer un certain nombre d'exceptions de nullité qui devraient, en principe, leur permettre, si vous avez un juge qui est courageux, de dire, bon, écoutez, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la récurrence avec laquelle toutes les voies de recours de Khalifa sont rejetées. Mais c'est quand même difficile à accepter. Écoutez, Alassane, dans ce pays, on a quand même l'impression que la séparation des pouvoirs a du mal à être effective. Quand même, on ne peut pas estimer comme ça, de but en blanc, que ce procès est entièrement judiciaire. Il y a quand même de forts relents politiques. Et de ce point de vue-là, il faut quand même qu'on en revienne à l'orthodoxie. Les hommes politiques ne sont pas ne sont des judiciables comme tout le monde, mais quand la loi vous protège, il faut qu'on accepte quand même les protections offertes par la loi. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on est confronté à une situation comme ça, où quelqu'un est mis en prison et il est député quand il est en prison? Bon, je ne sais pas trop dans l'histoire judiciaire du Sénégal si le cas a existé ou pas, mais je sais que... On l'assimile un peu au cas de Barthélémy Diaz, mais qui est légèrement différent. Dans d'autres pays... Barthélémy était déjà député avant d'être arrêté, c'est ça? Non. Il est redevenu député. Il est redevenu député. C'est à peu près la même situation. Donc c'est à peu près la même situation. Dans d'autres pays aussi, des situations comme ça ont eu à se poser. Pour certains... la détention a été levée. Absolument. Dans de nombreux pays. Je connais des pays moins démocratiques, moins respectés des droits de l'homme que le Sénégal, où des situations pareilles ont été vues, constatées, et là, on a levé cela. Dans d'autres pays, il y a des dispositions légales explicites qu'ils refusent. Donc, c'est une question d'interprétation de juristes. Maintenant, au regard du droit positif sénégalais, quelle est la décision la plus pertinente? Il appartient à la justice, en dernier ressort, de dire la position du droit. Qu'on peut partager, qu'on peut ne pas partager. Mais les organes compétents de la justice sénégalaise devront trancher. Maintenant, la question sera certainement posée au niveau du procès. Le juge rendra une décision en fonction de sa perception ou bien de son analyse ou de sa, de son intime conviction. De son intime conviction. Et on appréciera la décision qui sera rendue. Mais quelles sont les conséquences de tout cela au Parti socialiste aujourd'hui? Bon, ben, le Parti socialiste est déjà un parti complètement éclaté. Aujourd'hui, on voit un peu les péripéties de Kaolack. Maintenant, c'est vrai que ce parti n'en sortira pas indemne. Ça, vraiment, on peut l'imaginer. Khalifa va probablement être exclu du Parti socialiste. On en voit déjà les prémices. Maintenant, que deviendra ce Parti socialiste sans une importante aile cette importante aile que constitue Khalifa et ses compagnons? Pour moi, c'est un parti qui va à volo et qui aura beaucoup de mal à se relever de cette situation. Et le Parti socialiste, est-ce qu'on peut avoir Khalifa comme candidat des partis socialistes? Bon, d'une frange du Parti socialiste qui va peut-être le proposer. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas d'ici la présidentielle 2019 une possibilité entre le camp de Khalifa et celui du talon de Sarabi Boché. Donc, si Khalifa gardera ses droits civils pour pouvoir être candidat, c'est certainement qu'il sera candidat sous une autre bannière que celle du Parti socialiste. Absolument. Maintenant, le Parti socialiste aura son propre candidat ou soutiendra un autre candidat, c'est selon. Mais de mon point de vue, un compagnonnage n'est plus possible entre ces deux camps diamétralement opposés et aux intérêts farouchement conflictuels. De façon telle que vont les choses, il y a très peu de chances que Khalifa ne soit pas condamné. Ça, il faut quand même le dire. Je ne veux pas faire le procès avant le procès, mais quand on voit quand même le déroulement des procédures et la récurrence avec laquelle toutes ces voies de recours sont rejetées, je pense qu'il y a quand même des arrière-pensées derrière, quoi. Ça, il faut pas se le cacher. L'autre actualité, c'est l'AIBD, l'aéroport Blaise Diagne, qui a été inauguré quelques jours après, grève des aiguilleurs du ciel. Qu'est-ce qui ne va pas dans la gestion de cet aéroport? Il y a une précipitation dans cette ouverture? Ou bien il y a une ouverture électoraliste? Précipitation, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouverture électoraliste, je ne vois pas l'enjeu électoral immédiat pour ouvrir. Je pense que l'ouverture répondait à d'autres préoccupations. Peut-être que j'ignore.
Mais c'est pas une question d'élection. Parce que l'élection, c'est peut-être dans 1 an et demi, on avait encore le temps de voir venir. On s'est précipité à ouvrir l'aéroport alors qu'il n'était pas encore totalement prêt. Différents équipements n'ont pas été réceptionnés ou n'ont pas encore été certifiés selon les normes internationales. Les conditions d'optimisation de l'exploitation de l'aéroport ne sont pas encore réunies. C'est un constat. Maintenant, dans cette ambiance-là, il y a eu la grève des aiguilleurs du ciel, qui est une grève très opportuniste. Qui avait déjà déposé un préavis depuis longtemps, depuis le mois de novembre. Depuis le 22 novembre. Ils ont déclenché une grève, un préavis de grève, un mouvement de grève très opportuniste, parce qu'ils ont trouvé que le contexte est très favorable. C'est des syndicalistes, on ne peut pas reprocher cela. C'est de bonne guerre certainement, qu'ils puissent saisir cette occasion en se disant que nous avons l'occasion de taper sur la table et d'obtenir le maximum de la part de notre interlocuteur, en l'occurrence la SECNA, notre employeur ou l'État du Sénégal. Donc, je ne peux pas leur reprocher cela. Par contre, j'ai trouvé qu'ils ont pris le pays en otage. Et ce n'est pas acceptable. L'aéroport est un instrument stratégique dans la vie de l'État du Sénégal. Et ces 24 heures de grève ont été préjudiciables. Et ces syndicalistes ont poussé le bouchon un peu trop loin. Pourquoi? Je vous l'explique. La grève, c'est un droit. Elle est encadrée par les lois. Le gouvernement du Sénégal, savez-vous, Alassane, avait réquisitionné les grévistes, comme le lui permet la loi. Les grévistes ont été réquisitionnés, ils ont été à la tour de compte et ont refusé de faire le travail. C'est une infraction à la loi pénale. Le gouvernement aurait dû prendre d'autorité la responsabilité de les traduire devant la justice. On ne peut pas prendre tout un pays en otage, même si par ailleurs je ne discute pas la pertinence ou le bien fondé des revendications. Il y a la loi, il faut la faire appliquer dans sa rigueur et au nom de l'intérêt exclusif de la nation sénégalaise, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, je pense que c'est une bonne leçon pour le gouvernement du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, dans des situations pareilles, on aurait pu trouver des solutions palliatives. C'est-à-dire, si la réquisition n'a pas opéré, qu'on ait pu avoir des moyens de mettre d'autres aiguilleurs du ciel. Est-ce qu'il y en a les moyens? Non. Il n'y en a pas beaucoup au Sénégal. Non, c'est pas question de beaucoup. On aurait pu mettre les militaires. Mais le problème, c'est un problème technique. En fait, pour pouvoir officier comme aiguilleur du ciel, il faut être certifié par rapport au site de l'aéroport. C'est clair. Seuls les aiguilleurs qui étaient en grève ont été certifiés. Pour la certification, c'est une certification in situ. C'est-à-dire, il faut faire 6 mois de certification sur le site pour pouvoir être certifié aiguilleur du ciel sur AIBD par exemple, ou sur Léopold Sédar Senghor, ou sur l'aéroport de Ziguinchor, ou sur l'aéroport de Saint-Louis. Donc ceux qui étaient certifiés sur AIBD, c'est parce que l'aéroport AIBD a été physiquement réceptionné depuis 8 mois, et les gens faisaient des formations, des trainings sur place et ont obtenu des certifications. Donc par exemple, l'État du Sénégal n'a pas eu la possibilité de faire certifier d'autres aiguilleurs qui auraient pu être des militaires. C'était arrivé aux États-Unis. Sous Ronald Reagan, il y avait une grève des aiguilleurs du ciel qui avait plombé toute l'économie américaine. Ronald Reagan a encaissé le coup. Il s'est dit, ah bon, ça s'est passé comme ça. Ils ne me prendront plus à 2 fois. Dès la fin de la grève, Ronald Reagan a fait certifier des aiguilleurs du ciel militaires sur les différents aéroports stratégiques des États-Unis. La seconde grève, il a licencié plus de 11 000 aiguilleurs du ciel. Et il a permis aux militaires de prendre les postes de contrôle. Ça n'a pas perturbé le fonctionnement des transports aériens aux États-Unis. Je pense que l'État du Sénégal est déjà alerté et bien alerté et saura prendre les dispositions et les mesures idoines pour qu'à l'avenir, nous ne soyons pas pris en otage comme nous l'avons été pendant ces 24 heures. Justement, Omar, est-ce que l'État du Sénégal ne devait pas anticiper sur cette grève qui a eu lieu, qui a plombé pratiquement l'aéroport pendant 24 heures, où il y a eu beaucoup de pertes d'argent, ça a été perturbé, l'image du Sénégal a été écornée, un aéroport neuf, flambant neuf, qui connaît des couacs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu, il y a un problème d'anticipation? Non, mais écoutez, il y a quand même un problème de compétence. Il faut quand même le dire. Hein. On peut pas quand même mettre en place un gouvernement laxisme, mais je parle de compétence. Il faut quand même aller au-delà du laxisme. Ce n'est pas croyable. Nous, vous et moi, qui avons la chance de voyager un peu partout, de voir comment les gens attendaient cet aéroport, qu'on considérait comme un bijou, comme de la navigation aérienne. Et l'image du Sénégal, l'aéroport de Lomé était le plus bel aéroport de l'Afrique de l'Ouest. On ne trouvait pas mieux jusqu'en Afrique du Sud. Quand j'ai vu l'aéroport du Sénégal, l'aéroport AIBD, l'aéroport de Lomé n'a rien à voir avec ce que nous avons ici. Et ça, de ce point de vue-là, on ne peut pas imaginer que le gouvernement, un seul instant, ait pu laisser cette chose-là se passer sans s'en rendre compte. Le problème se trouve au niveau d'abord des services au sol.
Vous savez, tout le problème qu'il y a eu avant avec HS, SHS, des choses innommables dans la constitution du capital. Et les gens se sont beaucoup épilogués. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est quand même un problème relativement dépassé. Vous avez sur le fret, vous avez même des choses les plus élémentaires que n'importe quel aéroport peut régler, c'est le tapis pour faire circuler les bagages. Vient s'ajouter maintenant ce problème des aiguilles du ciel. Mais c'est inimaginable. Où sont les renseignements dans ce pays? Même un syndicat qui dépose un préavis de grève, qui a tout ce temps-là pour dire au gouvernement, attention, si on ne règle pas nos problèmes, vous allez voir les conséquences. Il n'est pas entendu. On l'a vu d'ailleurs sur la crise des enseignants. Chaque fois que les enseignants posent des alertes, le gouvernement fait la sourde oreille. Mais on ne peut pas continuer à diriger le pays comme ça. Je pense qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Pour moi, ça ne peut pas être du laxisme parce que ce gouvernement, il a l'habitude quand même de gérer des situations aussi difficiles. Mais à la limite, moi, je le pose en termes de compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, on a dans ces équipes ministérielles, est-ce qu'on a dans la gouvernance de l'État ces compétences nécessaires pour prévenir ce genre de choses? On peut pas se cacher avec le petit doigt. Ce n'est pas possible. Maintenant, au-delà de ça, il se pose un problème de patriotisme. Moi, c'est par là que je vais conclure. Moi, je ne peux pas comprendre que quelle que soit l'urgence des conditions posées pour satisfaire, pour régler la situation de ces aiguilleurs, qu'on puisse organiser une grève à cette période-là. Je pense qu'il y a là un manque évident de patriotisme. Parce que même quand vous avez les pires difficultés, vous devez quand même privilégier la négociation, même quand expire le préavis de grève, les syndicats auraient dû utiliser d'autres voies de dialogue. Le Haut Conseil du dialogue social est là. Il y a d'autres structures de dialogue aujourd'hui qui permettent que ce problème soit posé, que l'opinion soit prise à témoin et non pas donner cette image désastreuse du Sénégal. Parce qu'en réalité, c'est l'image du Sénégal qui est en cause aujourd'hui, et ça, Madiambal l'a dit. C'est dommage, mais vraiment, il faut poser le problème en termes de compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les compétences? Est-ce que ce gouvernement est compétent à faire ce travail? S'il n'est pas compétent, évidemment, qu'on trouve d'autres solutions. On ne peut pas continuer quand même à multiplier les couacs, à détériorer l'image du Sénégal, alors qu'aujourd'hui, quasiment en tout cas sur le plan économique, on a les conditions aujourd'hui pour au moins décoller, pour aller vers l'émergence. On trouve ces atouts de cette nature. Évidemment, ça pose un vrai problème. Oui, mais Madiambal, jusqu'à présent, un aéroport qui n'a pas un restaurant digne de ce nom, les gens qui s'alimentent au sandwich, qui sont finis, les gens qui passent la nuit dans les abords de l'aéroport parce qu'il n'y a pas d'hôtel disponible à côté, et tout ça, cette grève-là a été levée. Mais est-ce que cette solution, on a apporté des solutions par rapport à cela pour éviter justement une prochaine grève? Non, je vais vous dire, Alassane, sur cette question un peu d'incompétence, de laxisme, c'est pas nouveau et on l'a dit plus d'une fois. Moi, je me rappelle, j'avais voyagé une fois avec, je m'excuserai de citer son nom, Mme Aminata Niane, qui était la directrice générale de l'APIX. On a voyagé une fois sur un vol Dakar-Paris. Elle me disait, mais M. Diagne, je vous en conjure, demandez à nos compatriotes de ne pas transférer nos tares de Léopold Sédar Senghor à AIBD. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que le laxisme qu'il y avait à Léopold Sédar Senghor a été connu de tout le monde, on l'a déploré, on l'a dénoncé. Je vais vous donner un témoignage. Moi, je suis rentré de voyage le 12 décembre. C'était mon premier atterrissage à AIBD. Je suis arrivé à 13h dans un vol venant de Casablanca. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous atterrissons. Le handling fait défaut. Le service au sol, quoi. Le service au sol. On a mis tout le monde dans un même bus bondé dans des conditions inacceptables. Si parfois il y a une différenciation dans les tarifs des billets d'avion, ça veut dire qu'il y a des prestations particulières qu'il faut réserver à certains clients qui ont payé plus cher que d'autres. Première faute. Deuxième faute, on se présente à l'immigration. Tout un vol de plus de 200 passagers, il n'y avait qu'une seule policière qui était au poste. Nous sommes restés pendant 15 minutes à attendre avant que d'autres policiers ne daignent appliquer. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des responsables de l'AIBD pour leur dire, mais c'est quoi ce bordel? Parce que j'avais la possibilité de les appeler. C'est vous dire le laxisme et l'incompétence qu'il y a eu à ce niveau-là qu'il faut regretter. Et ce laxisme et cette incompétence-là, c'est traduit par le fait que ce préavis de grève des aiguilleurs du ciel n'a pas été pris en charge. Le président de la République lui-même en était conscient. Relisez son discours de l'ouverture. Il a dit, je demande au ministère des Transports aériens d'ouvrir les discussions avec les différents acteurs
pour régler les problèmes qui sont posés. Donc, il n'ignore pas qu'il y a eu des problèmes. Mais est-ce que Madiambal, le président, ne peut pas son temps à demander, à réaffirmer, à redemander dans les conseils des ministres? Ça revient tout le temps et ça ne change pas. Non, mais ça ne change pas parce qu'il y a une... Non, mais justement, c'est parce que ça doit changer et on doit pouvoir se donner les moyens de faire changer les choses. C'est à cela que sert une gouvernance. Momar Seyni a parfaitement raison. On ne peut pas laisser une certaine façon de faire. Quand des responsabilités sont confiées à des gens, c'est pas que des avantages, c'est des contraintes et un sacerdoce. Il faut donner à cette responsabilité le tribut que la nation attend de vous. Mais on ne peut pas quand même plastronner, occuper des fonctions publiques à notre nom, à nous tous, et ne pas remplir ses obligations vis-à-vis de la nation. C'est pas acceptable. Oui, Momar, c'est le constat que beaucoup de Sénégalais ont fait. En conseil des ministres, on voit le président réaffirme, redemande, le président demande encore au gouvernement, instruit le premier ministre, mais après. Oui, mais soit le président n'est pas entendu, ou alors ceux à qui il a confié ses fonctions n'ont pas la compétence. Effectivement, il peut pas passer tout son temps à virer. Ah, oui, mais... Ça fait déjà 3 premiers ministres qu'il a utilisés en 5 ans, et combien de ministres sont déjà passés dans ce gouvernement. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Moi, ce qui me gêne, c'est la distorsion et l'asymétrie qu'il y a entre le concept d'émergence et ses comportements qui sont de notre âge. Mais vraiment, c'est complètement décalé par rapport à l'objectif d'émergence. Comment on peut estimer qu'un pays comme de cette nature-là, qui réclame l'émergence, qui le met partout, qui met un plan Sénégal émergent, qui essaie de le réaliser, qui a présenté probablement le programme de gouvernement le plus ambitieux qu'on ait eu depuis l'indépendance. Ça, c'est clair. Je parle bien en termes de programme. Parce que le programme n'est pas la réalité. Et qu'on assiste à des comportements mais de cette nature. Ce n'est pas possible. La gouvernance, c'est la prévision, c'est la planification. On a l'impression que dans ce pays-là, le mot prévision, le mot planification ne fait pas partie de notre verbatim politique. En tout cas, même si ça en fait partie, elle n'obéit pas à ce qu'on appelle l'enjeu de réalisation et l'enjeu des résultats. C'est l'enjeu des résultats. On n'a pas ces résultats. On ne les a pas. Il y a beaucoup de proclamations. Ces résultats tardent à venir. Et malheureusement, on a beau élaborer le programme le plus parfait au monde. On a beau mettre en place les approches, les politiques, tout ce que peut espérer un pays qui va vers l'émergence. Si ces comportements de cette nature se multiplient, on n'ira nulle part. Parce qu'effectivement, je reviens là-dessus, il y a l'enjeu de résultat, mais il y a aussi l'enjeu de réalisation. Si on ne réalise pas, on n'arrive pas au résultat. L'enjeu de résultat de réalisation, le Maroc le connaît bien. Ce pays compte aujourd'hui intégrer la CEDEAO. La question est renvoyée au mois de janvier prochain, 2018. Beaucoup ont des appréhensions vis-à-vis de l'entrée du Maroc dans la zone CEDEAO. Certains semblent avoir peur du Maroc, le secteur privé sénégalais en parle, la société civile sénégalaise en parle, on dit attention au Maroc qui va venir, ils sont déjà très bien organisés par rapport aux pays africains. Moi je dois dire que sur cette question de l'entrée du Maroc à la CEDEAO, le Maroc a pris beaucoup d'avance sur les pays de la CEDEAO. Le Maroc ne s'est pas réveillé un beau jour pour dire nous voulons entrer à la CEDEAO. Ils ont étudié la question, ils ont vu les opportunités que ça peut apporter au Maroc, que ce soit tant du point de vue économique que du point de vue diplomatique, ou bien même du point de vue monétaire. Depuis combien d'années les banques marocaines sont aujourd'hui présentes dans la zone? Absolument. Attijari Bank et autres. Attijari, BNCE, par le biais de la BOA et autres. Les Marocains... Même les médias aussi. Qu'ils avaient besoin un peu de notre système monétaire. Et ils sont entrés. Ils ont besoin de notre marché. Ils sont venus, ils sont s'installer. Les entreprises de BTP marocains viennent. Les entreprises de médias marocains viennent dans la zone, les assurances viennent, etc., etc. Dans tous les domaines d'activité, les Marocains investissent la zone CEDEAO. Ils s'y sont préparés. Et il y avait derrière aussi un accompagnement diplomatique très important par le roi du Maroc, qui a choisi de se tourner exclusivement vers l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne. Par ses voyages, il a marché 350 millions d'habitants. Justement parce qu'il a trouvé l'opportunité qu'il y a dans ce marché-là. Donc le Maroc s'est bien préparé. Est-ce que nous le sommes? J'en doute. Je n'ai pas entendu dans nos différents pays des études faites dans le sens de préparer l'arrivée du Maroc, quels sont les avantages et les inconvénients. Par contre, les Marocains, en décidant de dire nous allons vers la CEDEAO, ils ont choisi de le faire, certainement en connaissance de cause. Maintenant, qu'est-ce qui justifie les atermoiements de nos chefs d'État? Ce n'est pas la première fois que cette question-là est posée et est renvoyée à une date ultérieure. Donc il y a un problème. Ils ne sont pas prêts, ils ne se sont pas préparés à cela. Le Nigeria est réticent par rapport à l'entrée du Maroc. Le Nigeria est réticent, mais si aujourd'hui, mais le Nigeria doit être dans ses petits souliers.
Si aujourd'hui le Nigeria se met dans une logique de réticence à l'entrée du Maroc, qu'est-ce que le Nigeria a fait pour la zone CEDEAO? Le Nigeria a un produit intérieur brut de 405 milliards de dollars, là où le Maroc a un produit intérieur brut de 100 milliards de dollars. 100 milliards. Donc l'économie du Nigeria est 4 fois supérieure à l'économie du Maroc en termes de PIB. Mais qu'est-ce que le Nigeria a fait? Aujourd'hui, le Nigeria a l'une des monnaies les plus faibles de la zone. Le Nigeria a l'économie la plus déstructurée de la zone. Ce géant-là n'a rien apporté à la CEDEAO. Donc, il faut aussi que nous autres Africains aussi, que nous nous remettions en cause. Que nos gouvernements acceptent de se remettre en cause, considérant que nous avons toujours été à la traîne. Et aujourd'hui, pourquoi le Maroc est craint? Parce qu'on se considère que si le Maroc vient, le Maroc va jouer un rôle de leadership au niveau de la CEDEAO. Mais le Maroc a une économie peut-être forte, comparée à l'économie de certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Burkina Faso. Parce que l'économie du Maroc, c'est l'économie de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Ghana réunis. Ça ne fait pas pour autant du Maroc. Et l'avantage d'avoir une monnaie aussi flexible par rapport au CFA. Non, enfin, par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Moi, je trouve que je ne suis pas économiste, je ne veux pas m'aventurer sur les débats monétaires. Mais la monnaie du Maroc n'est pas meilleure que le CFA. Au contraire, le Maroc a besoin du CFA. Il ne faut pas aussi qu'on se trompe. Le Maroc a besoin du CFA. C'est ce qui justifie en priorité la présence des banques marocaines. On est en train d'instrumentaliser à mauvais escient la question du CFA. La question du CFA, il n'y a pas une... je veux, à part l'Afrique du Sud, à part le rand sud-africain, qu'on puisse me sortir. Je ne veux pas plaider pour le CFA, mais qu'on puisse me dire un pays africain qui a une monnaie plus forte que le CFA à part le rand d'Afrique du Sud. Il n'y en a pas. Et ces différents pays qui ont leur monnaie cherchent soit à venir à faire une zone communautaire comme celle du CFA. La zone CFA est la mieux administrée de toutes les zones monétaires en Afrique. Ça aussi, il faut que les gens le reconnaissent. Au moment, en parlant du Maroc, avec les chiffres de l'ANSD, on constate que le Sénégal exporte, bon an, mal an, de 2011 à 2015, 3,5 milliards de francs CFA vers le Maroc avec des produits, des mollusques, le poisson, entre autres. Le Maroc, dans la même période, exporte au Sénégal plus de 26 milliards de produits finis. Est-ce que ce n'est pas déjà un problème pour le Sénégal? Mais écoutez, moi, je vais vous dire très rapidement, je suis pour l'entrée du Maroc dans la CEDEAO. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que on ne peut pas continuer à vouloir faussement, je dis bien faussement, protéger notre économie, alors qu'en réalité, de façon plus ou moins sibylline, le Maroc est en train de prendre en charge notre économie. Ils sont déjà là. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas créer un cadre institutionnel contrôlé pour effectivement vérifier, mettre en place les digues qu'il faut pour harmoniser cette entrée du Maroc, cette prise de possession du Maroc, parce qu'il faut quand même bien le dire, plutôt que de laisser faire de manière plus ou moins entre guillemets sauvage, c'est-à-dire non contrôlée dans un cadre communautaire. Ça, c'est clair. Vous avez une personne qui vient chez vous, vous lui demandez de passer par la grande porte, vous le contrôlez, vous savez ce qu'il va faire, ce qu'il va y faire. Vous ne le faites pas, il va passer par la porte arrière et de toute façon, il sera dans votre maison. De ce point de vue-là, de manière très privée. Si vous allez à Pout aujourd'hui, les mandarines à Pout, c'est des mandarines marocaines. Ça, vous ne pouvez absolument rien. Les paysans de Pout ne peuvent plus vendre de mandarines. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas l'organiser, le mettre dans un cadre communautaire avec des règles, des instruments juridiques précis, de manière à ce qu'on puisse savoir qui est qui et voir nous dans quelle mesure, justement, avec ce transfert de technologie, avec ce transfert de compétences, on ne peut pas booster quand même notre économie. Nous avons une similarité avec le Maroc, c'est que l'essentiel de notre économie ici, 97% des entreprises sont des PME. Au Maroc, vous avez à peu près la même situation, peut-être autour de 70-75. Ça veut dire que tout aujourd'hui, il y a des moyens de mettre en connexion les économies marocaines et les économies du Sénégal. Le problème du franc CFA, c'est que ce n'est pas en réalité une vraie monnaie, c'est une devise qui est garantie. Ça lui donne la solidité dont Madiambal a parlé et qui est réelle. Mais d'un autre côté aussi, la fixité de cette devise plombe un peu notre économie. Il faut quand même le dire. Parce qu'une monnaie doit être plus ou moins flexible. Vous avez entendu le dollar monter et descendre, l'euro monter et descendre. Ça vous permet de réajuster vos instruments économiques, vos leviers économiques en fonction parce que la monnaie est un signe de souveraineté nationale. Moi, je ne suis pas pour la sortie du franc CFA dans l'immédiat. Il faut en créer les conditions. Maintenant, il y a un préalable aujourd'hui que pose
des économistes, des juristes. Je lisais ne serait-ce qu'hier, avant de venir à la fameuse conférence où on s'est vu hier, un des passages de la thèse de monsieur Cissé, Makhtar Cissé, qui est le directeur général de la Sénélec, et qui posait les problèmes d'instruments institutionnels et juridiques dans l'espace de la CEDEAO, et qui disait quelque chose qui était extrêmement vrai. Il nous faut déjà un code électoral consensuel dans l'espace communautaire. C'est-à-dire que si on n'harmonise pas les normes politiques, parce que la stabilité politique, les normes politiques, les normes de gouvernance politique et de gouvernance vertueuse, on aura une sorte de charivari économique. N'importe quel pays prendra aujourd'hui la possession. Ou c'est le Maroc qui prend possession, ou bien qui entre en convergence avec nos économies, ou ce sont les Chinois, les Indiens, les Malaisiens qui vont le faire. Je pense que nous avons plus intérêt aujourd'hui à réaliser un espace économique avec le Maroc en prenant le soin de nous remonter à partir des critères de convergence politique et économique, c'est très important. Moi, je parle des critères de convergence politique d'abord et économique par la suite, pour pouvoir aujourd'hui nous mettre à flot et nous mettre au niveau du Maroc. C'est peut-être, ça demandera 4 ans, 5 ans, il faut pas y aller comme ça directement. Il y a des préalables. Et cette idée de faire un code électoral communautaire qui met tous les pays au niveau de gouvernance, au même niveau de gouvernance, ça aura forcément des incidences sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Et de ce point de vue-là, on aura une sorte de garantie, de couverture, de cortex qui nous permettra de dire aujourd'hui nous sommes dans les conditions pour réaliser l'émergence, parce que tout simplement nous avons affaire à un pays émergent. N'oubliez pas, et Madiambal là-dessus, je voudrais quand même attirer votre attention là-dessus, le Nigeria est presque en passe de devenir la première économie africaine. Elle est juste derrière l'Afrique du Sud, et il y a 1 an, ils avaient déjà dépassé l'Afrique du Sud. Il y a qu'aujourd'hui l'Éthiopie qui essaie de talonner un tout petit peu le Nigeria. De ce point de vue-là, ce serait quand même une erreur de penser que le Nigeria est désorganisé. C'est vrai que c'est un pays désorganisé, mais qui est en train de faire des réformes extrêmement importantes sur le plan de la gestion des entreprises et les entreprises nigérianes. Vous le voyez déjà. Ils sont passés par la culture, ils vont passer par l'économie. Ça viendra un jour. Nous sommes déjà envahis au plan des industries culturelles par les produits nigérians. Sur d'autres produits, vous voyez les produits nigérians envahir notre marché. Le Nigeria est en situation de conquérir l'espace CEDEAO pour en devenir le patron. Et aujourd'hui, on a besoin d'un pays comme le Maroc pour équilibrer et pouvoir aujourd'hui donner à nos entreprises la chance d'être incubées à la fois par un pays quand même qui a de l'émergence, qui va vers l'émergence et qui l'est déjà, et aussi mettre à profit le marché qu'offre le Nigeria. Mais est-ce que le secteur privé sénégalais est assez organisé pour faire face à celui du Maroc? Bon, enfin, que ce soit, c'est pas seulement le secteur privé sénégalais, mais le secteur privé de l'espace CEDEAO. Est-ce qu'il est assez organisé pour ça? Je ne le pense pas. Vous savez, nous avons des économies faibles. Nous avons des entreprises, des PME qui sont très faibles. Maintenant, est-ce qu'il y a les politiques publiques à même de pouvoir impulser le développement de ce secteur privé-là? Je peux en douter. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État, certainement. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle des institutions communautaires aussi. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA dans une moindre mesure, c'est aux institutions publiques de pouvoir créer l'environnement qui peut permettre le développement des PME. Le Maroc a réussi peut-être plus ou moins à le faire. Ils ont, depuis un certain nombre d'années, se sont mis sur une orbite de développement des PME qui aujourd'hui constitue l'ossature de l'économie marocaine. Le sens de l'entreprise a été développé. Il y a des mesures incitatives pour l'entrepreneuriat privé au Maroc. Et je crois que ça, c'est des leçons que nous devrons aussi pouvoir apprendre du Maroc. Bon, apprendre du Maroc, c'est un peu trop dire, parce que le Maroc n'a pas créé la roue. Le Maroc s'est inspiré de ce qui se fait dans d'autres pays. Nous devons pouvoir utiliser les mêmes ressources, les mêmes mécanismes pour pouvoir aussi nous adapter par rapport à l'évolution du contexte. Donc, je pense que nous avons les arguments pour faire face à l'arrivée du Maroc, mais il faudrait se mettre toujours dans une logique de coopération ou de collaboration ou de partenariat qui permet à chaque partie de pouvoir tirer son épingle du jeu, et pour ça il faut bien se préparer. Oui, certains redoutent que l'Union européenne passe par le Maroc avec ses produits pour investir les marchés africains. Mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Union européenne, son continuum économique et social, c'est le Maroc. C'est le Maroc, c'est le pays qui est quasiment le plus proche, à part la Tunisie un tout petit peu, de l'Union européenne. Vous allez au Maroc, vous avez beaucoup d'industries et de start-up qui sont délocalisées et qui sont effectivement des industries et des entreprises européennes, mais avec qui le Maroc a pu établir des partenariats. N'oubliez pas qu'entre le Maroc et l'Union européenne, il y a une convention de partenariat, au plan institutionnel et au plan économique. Et de ce point de vue-là, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont en train de porter ce projet, mais à mon avis, il faut peut-être
peut-être des préalables. Il ne faut pas le faire précipitamment. Il faut se donner un peu de temps. Et il faut aussi remonter politiquement parlant les pratiques, la gouvernance. Aujourd'hui, quel que soit le type de partenariat que nous mettons en place. Alassane, j'ai bien aimé un concept que tu as utilisé hier, c'est le PSE. Mais le PSE, c'est pas le plan Sénégal émergent, c'est le plan Sénégal éducation. Et je pense que c'est fondamental aujourd'hui de mettre l'éducation au cœur des enjeux. Merci infiniment à Momar Seydi Ndiaye, journaliste éditorialiste émérite. Merci à Madiambal Diagne, administrateur du groupe de presse Avenir Communication, éditorialiste aussi. À la technique d'Abla Diop, micro Alassane Samba Diop. Je rappelle, ce 17 décembre, c'est le jour où il y a eu des problèmes entre Mamadou Dia et Senghor, qui peut-être on va au Sénégal aujourd'hui, le sous-développement dans lequel nous sommes. Bon dimanche à tous.